Bienvenue à vous tous. La troisième révolution industrielle, celle du numérique, est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage et nul ne sait où elle mènera. Quelle est la place de l'Afrique dans cette transformation? J'en parle aujourd'hui avec Martin Petit-Messi. Il est le PDG de Wanam International. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Petit, la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes d'avis que les analystes qui estiment qu'il n'y a pas aujourd'hui de révolution en Afrique, mais des opportunités numériques à saisir? Non, aujourd'hui, je pense que l'Afrique connaît une croissance numérique fulgurante parce que selon les statistiques, nous avons 388 millions d'internautes en Afrique et un taux de pénétration de 37% qui n'est pas assez élevé, mais qui démontre quand même que nous sommes sur une très bonne voie et que dans l'horizon 2020, je pense que lorsque la croissance... Dans 2 ans. Voilà, avec la croissance de la population, nous allons atteindre environ 1 milliard d'internautes. Et si vous associez à cela l'utilisation qui est faite de cette connectivité, nous savons que dans le domaine des téléphones mobiles, les mécanismes multiples se développent dans le domaine des transferts d'argent, dans le domaine des réformes dans le secteur énergétique, dans les banques, dans les formations. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a une bonne place. Donc vous pensez que l'Afrique est entrée pleinement dans cette transformation numérique? Oui, selon les mécanismes africains. Je pense que nous sommes vraiment avec le boom des TIC et des SI. L'Afrique est en train d'entrer adéquatement dans la globalisation numérique qui est aujourd'hui indiscutable. Mais je pense que nous avons des meilleurs indices, mais nous savons que nous avons aussi beaucoup à faire. Quand on parle de numérique, quels sont les enjeux en Afrique? Oui, les enjeux sont d'ordre économique, les enjeux sont d'ordre académique, les enjeux sont aussi d'ordre social. Parce que lorsque on se réfère des indices du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, nous savons que 60% de la population africaine est jeune et cela a un impact direct sur la croissance économique future. Alors, dans le domaine de la formation, aujourd'hui, nous avons la nécessité des numériques implique c'est-à-dire une réforme de l'enseignement supérieur où nous aurons plus de cadres qualifiés. Et sur le plan social, nous savons que nos sociétés aujourd'hui, les mécanismes de paiement des factures d'eau, d'électricité par la numérisation nous facilitent beaucoup la tâche. Donc ça, c'est un facteur vraiment très déterminant. À l'heure de la transformation numérique, les modèles organisationnels et les modes de travail évoluent par le monde. En Afrique, quelle est cette place-là? Oui, je pense que c'est le mode organisationnel, effectivement, selon le fait que l'Afrique part de la quasi-non-connexion à la 4G. Vous voyez, nous sommes partis des mécanismes traditionnels, aujourd'hui aux mécanismes de numérisation qui nous obligent à utiliser des mêmes quantités de numérisation que le monde entier. Mais cela a effectivement un impact parce que nos outils n'ont pas été structurellement préparés à ces changements brusques, à cette croissance frugale. Et cela a créé aujourd'hui un nouveau écosystème. Nous avons des nouveaux types d'investisseurs, nous avons des start-up qui se créent, nous avons aussi de nouvelles formes d'opérateurs économiques qui, à travers la numérique, à travers le système numérique, activent la société et donnent un nouvel élan. Donc je pense que sur le plan structurel et organisationnel, des nouvelles formes de possibilités s'offrent dans le domaine des formations, dans le domaine économique et aussi dans le domaine des ressources humaines. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique a été surprise par la révolution numérique? Oui, un peu surpris, oui, étant donné que nous n'avons pas développé une autonomie propre
au niveau des systèmes d'informatique ou des technologies informatiques, nous n'avons pas développé nos mécanismes propres à nous. Nous sommes tributaires, dépendants à 100% des techniques qui viennent de l'extérieur. Donc, à cela, nous n'avons pas pu mettre en place nous-mêmes les mécanismes africains pour pouvoir développer les mécanismes propres à nous afin que nos systèmes d'enseignement supérieur soient en adéquation avec aujourd'hui la demande de qualification et de compétences qui est mondialement exigée. Justement, pour renforcer ces compétences et moderniser la formation, l'Afrique doit savoir accompagner cette révolution numérique. Est-ce que c'est évident? Bon, ça va être évident si... ça veut dire aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous y tendons vers. Nous n'allons pas mettre la barre. En 2020? Oui, nous tendons vers. Nous avons... L'Afrique aujourd'hui est le berceau de la croissance économique mondiale parce que ces opportunités assez avancées ailleurs ont créé en Afrique des poches de développement, des espaces d'opportunités qui sont encore non développés. Donc, je peux dire par là que ce qui nous amène aujourd'hui à réfléchir, c'est de penser aux réformes. Voilà. Par exemple, les réformes de nos formations. Peut-être en étant surpris... Les réformes dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement et dans des types de formation. Parce que aujourd'hui, nos États, nos gouvernements ont beaucoup mis l'accent sur la gratuité des systèmes d'enseignement primaire et de secondaire. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'informatisation du système supérieur, où les cadres qui ressortent doivent être directement utilisables par la société. Donc, en passant plus de temps à faire la gratuité du système d'enseignement secondaire et primaire, nous n'aidons pas l'enseignement supérieur qui a besoin immédiatement des cadres qualifiés et bien formés. Donc, il est important de renverser la tendance, de mettre l'accent aujourd'hui sur le produit fini et de permettre à ce que ceux qui sortent de l'enseignement supérieur soient des produits directement utilisables qui vont permettre aujourd'hui d'être insérés dans cet écosystème d'investisseurs, d'opérateurs économiques, des start-upers qui ont besoin de compétences numériques. Pourquoi ne pas introduire dès la base le numérique, l'enseignement de l'informatique? Oui, on pouvait le faire, mais vous savez, nos plans de développement structurel n'avaient pas vu ce boom venir. Vous voyez, ce boom, aujourd'hui, quand vous regardez notre administration publique, nous voyons effectivement que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le numérique. Pourquoi? Parce que durant les 30 ans, 40 ans, 50 ans de carrière, les gens ont fonctionné dans un système traditionnel. Subitement, le numérique est arrivé, mais il n'y a pas eu un recyclage pour faire un update de cette ressource humaine. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, on a un problème. Les cadres anciens et les cadres nouveaux, il y a une adéquation. Les cadres nouveaux sont des cadres qui sont très équipés pour utiliser la numérisation, mais les cadres anciens, ça demeure un problème. Et les jeunes qui sont formés, qui arrivent sur le marché de l'emploi, est-ce qu'ils sont aguerris? Oui, effectivement, je ne peux pas dire qu'ils sont entièrement aguerris parce que ces jeunes sont issus des systèmes de formation où la numérisation de programmes d'études, de formation n'a pas été à 100% prise en compte. Vous voyez, aujourd'hui, la nécessité d'une numérisation très tôt dans le domaine de formation s'impose à l'initial. Il ne faut plus qu'on atteigne un certain niveau pour penser à avoir des compétences par rapport au système d'information. Mais ce sont les jeunes qui détiennent les start-up. Effectivement, mais quelle est la quantité des jeunes qui détiennent? Le ratio n'est pas assez élevé. En Afrique, nous avons 3 ou 4. Il y a Jumia, il y a FacLab, il y a AfriMarket, que tout le monde connaît, mais c'est pas beaucoup. Si cette tendance était majoritaire,
je pense que cela sera plus incitatif. Qu'est-ce qui a manqué? Oui, la subvention des États. Voilà, il y a ce dimensionnement-là. Premièrement, c'est la non-cohésion de nos formations. Les formations n'ont pas très tôt pensé à la numérisation comme facteur de développement économique et social. Ils n'ont pas trop vite pensé à ça. Les formations n'ont pas mis l'accent aujourd'hui à des échanges numériques. Les formations sont restées traditionnelles. Voilà. Et en plus de ça, le décideur n'a pas aussi beaucoup encouragé la mise en place des outils qui permettent aux gens d'acquérir les compétences directement à travers les numériques. Vous voyez, on est resté dans un système de craie, dans un système de papier, alors qu'il fallait très tôt penser à ce que, dès le bas âge jusqu'à l'enseignement supérieur, l'informatique soit un outil de compétences et de connaissances utilisables pour définir un individu. Mais parfois aussi, on remarque qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Effectivement, cela n'est que conséquence à ce boom qui s'est créé. Parce que aujourd'hui, les jeunes cadres africains préfèrent monnayer leurs compétences numériques à l'international. Parce que cela est bien payé, cela a un bon salaire. Dans nos sociétés, peut-être qu'il n'y a pas assez de place en Afrique, pas de postes. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de place. Il y en a, mais c'est que c'est la créativité qui a manqué. Oui, la créativité. Les jeunes qui s'engagent dans les start-up ne développent pas les start-up à être concurrentiels avec l'international. Ils le développent et à un moment donné, ça devient... À l'africaine. Voilà, exactement. Or, je pense que l'idée doit être d'être compétitif sur le plan international. Mais lorsqu'on se développe et on le maintient à l'africaine, il y a un problème de marché. Il y a un problème de développement même de l'activité. Donc, ceci étant, tous ceux qui sortent de la formation, au lieu d'être effectivement des créateurs d'emplois compétitifs, sont plutôt des créateurs des activités de rente. Et ce qui fait en sorte que, bon, cette visibilité, on ne la voit pas. Mais je pense que sur le plan des compétences, sur le plan de la qualification, non, ils ont de très bonnes qualifications. Mais c'est mettre leurs produits finis à concurrence internationale. Au service. Mais parlons toujours de cette compétence-là, des professeurs qui enseignent dans nos universités. Est-ce qu'ils ont la compétence requise pour vraiment enseigner l'informatique? Là, vous posez un problème de réforme. Posez un problème de réforme. Effectivement, comme vous le dites, nous avons connu une société traditionnelle et après, il y a des nouveaux outils qui sont venus. Ces professeurs étaient déjà professeurs lorsque ces outils sont venus. Je pense qu'ils ont acquis leur titre avec les rudiments traditionnels. Alors, l'apport des instruments nouveaux ne leur a pas été bénéfique parce que actuellement il va falloir se recycler, définir un nouveau mode de transmission de connaissances, ce qui aujourd'hui a créé un gap. Justement, qui peut recycler ces professeurs-là? Bon, on doit faire appel à l'extérieur ou chercher ceux de l'intérieur? Oui, je pense que ces professeurs nous ont formés. Nous qui partons à l'extérieur, nous bénéficions peut-être des compétences et des connaissances qu'ils n'ont pas. Voilà, qu'ils n'ont pas. Et que lorsque nous revenons, nous travaillons comme consultants, comme experts. De quoi essayer de remettre à niveau vraiment ces aînés qui nous ont transmis cette connaissance. Je pense que c'est un échange, c'est un village planétaire du numérique où personne ne refuse d'apprendre et personne ne refuse de transmettre. Enfin, pour éviter les mauvaises surprises, est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps nécessaire pour préparer ce changement, à attendre peut-être d'abord l'industrialisation de l'Afrique?
Non, je pense que tout va ensemble. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas être à l'écart de la révolution numérique. Voilà, de la révolution numérique. Nous sommes pleinement ancrés dedans avec les méfaits et les avantages que cela convient. C'est juste un problème d'ajustement. Il faudra juste que nous sachions que aujourd'hui, notre développement passe par des mécanismes numériques qu'il faudra très tôt mettre à la disposition des formateurs, à la disposition des apprenants, et que nous puissions communiquer à équivalence avec le monde. Voilà, tout passe par là. Mais je ne pense pas que nous avons un problème de ressources. Les ressources, nous les avons. C'est la structuration de tout cela, l'organisation qu'il faut pour que cela prenne. C'est ça qui est une question avant de marquer cette pause. L'Afrique est confrontée à un autre défi, celui de sa dépendance technologique vis-à-vis de l'extérieur. Oui. Est-ce qu'on peut s'en sortir un jour, monsieur Messi? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en évoquant l'autonomisation de nos compétences. Vous voyez, aujourd'hui, il est indispensable que nous puissions fabriquer nous-mêmes nos ordinateurs. Nous puissions fabriquer nous-mêmes, avoir nous-mêmes nos bases de données d'information. Nous puissions aujourd'hui développer les TIC à configuration africaine. Nous allons marquer cette pause et revenir juste après le journal. D'accord.